maintenant il marche. C'est maintenant l'heure des pitchs sur les solutions du numérique en santé. Et je vous propose qu'on commence par Emmanuel Fam qui va nous présenter Nova In Silico. Merci. Nova In Silico, créé il y a 10 ans, enfin en 2010 plutôt, ça fait 14 ans, s'appelait Nova Discovery à l'époque, et donc devenu Nova In Silico, ce qui permet de comprendre un peu mieux l'objectif de la société, qui est de créer des modèles de connaissances permettant de réaliser des études cliniques in silico. De façon très rapide et très simple, comment est-ce que ça se présente? Eh bien, on travaille sur 3 piliers. Le modèle de la pathologie, le modèle du traitement, qui vient donc agir sur la pathologie, et les populations virtuelles dont on parlait largement tout à l'heure, c'est-à-dire effectivement, on applique ça à des patients virtuels. Ces 3 modèles nous permettent donc d'avoir des actions, j'allais dire, à énormément d'endroits dans le développement pharmaceutique, depuis les premières études, avant les études, pendant les études pour réaliser par exemple des bras de contrôle supplémentaires, et après les études pour permettre de réaliser des extensions finalement ou d'interprétation et d'analyse de l'étude. Alors, donc, les 3 piliers dont je vous parlais, pour faire rapidement, voilà, vous voyez à quoi ça ressemble. Un modèle de connaissance traduit une pathologie sous forme d'équation. Alors, ne cherchez pas à les lire, ce n'est pas l'intérêt, mais voilà, c'est juste, on modélise ce qui se passe au niveau de l'organe, au niveau de la cellule, au niveau du tissu et au niveau du corps humain, finalement, pour notamment ce qu'on appelle la distribution. Vous avez ensuite le modèle du traitement. Et ça, c'est quelque chose qui est connu d'ailleurs depuis des années, puisque ça s'appelle, la forme la plus réduite s'appelle la PK et la PKPD. Donc, on modélise la pharmacocinétique et pharmacodynamie du traitement chez l'individu. Donc, ça, c'est quelque chose qui est, j'allais dire, aujourd'hui assez connu, et donc qui vient se plugger dans nos modèles. Simplement, chez nous, c'est plus sophistiqué, puisque ça vient se plugger sur le modèle de pathologie. Et puis le dernier point, dont on a un peu largement parlé tout à l'heure, c'est la population virtuelle, puisqu'effectivement, il va falloir appliquer ce modèle et cette pathologie à des patients virtuels. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc comme vous voyez, le patient, il a plein de caractéristiques qui correspondent tout à fait à un patient réel. Et comme je le disais tout à l'heure, on pourrait faire le pari suivant, c'est qu'en fait, tout patient virtuel, si je prends la population mondiale, et bien, je suis à peu près sûr que je vais trouver un patient quelque part dans le monde qui correspondrait précisément à mon patient virtuel. Mais là, ils sont sous la main, ils sont exempts de RGPD, ils sont disponibles et on peut les étudier. Alors par contre, l'autre chose, c'est que la simulation se fait de façon individuelle et non limitée dans le temps. Alors, enfin, limitée dans le temps, c'est nous qui limitons, mais on peut le faire, on peut suivre le patient pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Et donc, encore une fois, c'est des fois très intéressant pour comprendre un peu ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut attendre du traitement à long terme. On dit, ah bah ce traitement, il donne des bons résultats, mais finalement, ça dure que 6 mois. Donc ça, on va pouvoir nous donner des éléments d'information là-dessus. Donc, voilà un peu comment ça marche. Et donc, le cycle de développement d'un modèle mécanistique, c'est le suivant. Eh bien, vous commencez par identifier dans la littérature tous les éléments de connaissance nécessaires. Vous travaillez avec des experts, puisque par exemple, nous, en biomodélisateur, on n'est pas du tout experts de chacune des pathologies, évidemment. Donc, on va travailler avec des experts dans chacune des pathologies données, de façon à ce qu'ils disent « Ah ben oui, vous avez pris les bons concepts, vous avez bien fait ce qu'il fallait ». Ensuite, on va pouvoir mettre ça en équation mathématique. On va avoir donc ensuite des contrôles là-dessus. Et puis, les extrêmes, on va faire 2 choses. On va faire ce qu'on appelle une calibration, c'est-à-dire que le modèle, il va falloir, vous savez, alors je ferai bondir mes collègues modélisateurs, mais vous avez le fameux Y égale AX plus B. Eh bien, vous avez 2 choses, vous avez A et B. Vous avez X, c'est de la variable, Y, c'est le résultat attendu, et vous avez 2 paramètres qui sont A et B. Eh bien, là, vous en avez des milliers de A et B, et en fait, il faut qu'on identifie les A et les B pour représenter correctement les patients et représenter des équations. Donc tout ça, ça s'appelle la calibration, et pour ça, on utilise des données qui vont permettre de dire, eh bien, voilà ce qui se passe, soit au niveau animal, soit au niveau humain. Et puis, une fois qu'on a fait ça, l'étape extrêmement importante dont on a parlé, c'est la validation. Parce qu'effectivement, sans validation, point de salut. Donc, on va pouvoir reproduire des études qui existent, des patients qui existent. Donc, on va avoir des patients qui n'ont pas été utilisés dans la calibration, qui n'ont pas été utilisés dans la réflexion autour du modèle de connaissance, qui sont vraiment des patients qui sont mis en fait de côté pour valider le modèle et dire ça fonctionne.
Voilà. Et donc ça, c'est une étape extrêmement importante, et on en parlait, c'est là qu'il peut y avoir des réusages de données ultérieurs, parce qu'effectivement, on peut avoir besoin de valider ça à différents niveaux. Puis ensuite, une fois qu'on a validé, ça y est, on peut faire toutes les simulations qu'on veut dans le modèle donné, dans le contexte donné. Et donc, comme c'était dit tout à l'heure, là, on peut faire des expérimentations de type bac à sable. Et pour terminer, pourquoi ça ne tourne pas? Non, j'ai pas. Il n'y en a pas. Il me semble qu'il y en avait. Hop, non. Non, je ne l'ai pas mis. Bon. Alors, je ne l'ai pas, donc je vais juste vous la décrire. Je croyais que je l'avais mise. Juste pour dire, ça marche. Les gens nous disent ça marche. Et oui, on a fait effectivement une prédiction d'un OS et de résultats de phase 3. Parce qu'en fait, on le fait donc, couramment dans notre étape de validation. Mais on en avait un peu marre qu'on nous dise, ben voilà, il y a toujours une espèce de suspicion de, ah ben oui, mais vous pouvez très bien arranger vous l'avez fait sur des résultats postérieurs, vous connaissiez la bonne réponse, donc vous avez arrangé, vous avez fait la première version, ça marchait pas très bien, et vous avez modifié votre modèle pour que ça marche mieux. Ben non, c'est préspécifié, c'est prédéterminé, et donc on a dit, ben voilà, avec l'aide d'un universitaire lyonnais, on a fait le banco et on a fait les prédictions d'un résultat dont on n'avait pas travaillé du tout sur l'étude, mais sur un modèle par contre qu'on connaissait bien et qui avait été largement validé. Donc justement, là j'insiste sur la validation, on ne pouvait pas le faire avec n'importe quoi. Et on a prédit les résultats de phase 3 et on est tombé exactement sur ce qu'on appelle, alors pour ceux qui connaissent, le hasard ratio, c'est-à-dire le ratio entre les patients du bras traité et du bras contrôle, et puis plus important, l'intervalle de confiance, donc c'est-à-dire l'incertitude finalement était également bien modélisée. Donc c'est pour dire, et là on ne peut pas nous dire, ah ben vous avez triché, vous connaissez. On n'avait aucune information, mais je peux vous dire, même le laboratoire lui-même nous a appelé rapidement en disant, mais comment vous avez fait ça? On lui a dit, ben oui, ben voilà, on a utilisé notre modèle, on a tourné avec les données que vous aviez données, la description de la population, et on a pu prédire votre résultat. Voilà. Merci Emmanuel. Qui a une question sur Nova in Silico? Il a été très très clair déjà pendant la table ronde, je pense. Vous avez déjà vu beaucoup de choses. C'est comment c'est retenu par les autorités réglementaires, hein? Et aujourd'hui, il y a un gros travail justement grâce aux associations comme on a avec Jean-Louis, etc. Parce qu'aujourd'hui, comme c'était dit tout à l'heure, donc juste pour réitérer, les autorités réglementaires sont non pas opposés à ça, mais aujourd'hui disent, surtout en Europe, on n'est pas très outillé pour comprendre et pour voir comment ça marche. Donc aujourd'hui, le gros enjeu, c'est de dire, on a un super outil à disposition, il faut l'utiliser et il faut rassurer, enfin il faut renforcer la partie technique des régulateurs, soit par des outils, soit par des interventions externes, pour qu'ils puissent être confiants dans l'utilisation de ces modèles et ensuite se concentrer sur le résultat du modèle lui-même. Voilà. Merci Emmanuel. Pour le second pitch, c'est Grégoire Mercier de Canopy Med et CHU de Montpellier. Merci beaucoup. Merci Amélie. Est-ce que ça marche? Vraiment? Ah, ça y est. Merci Amélie donc. Grégoire Mercier, effectivement, je suis médecin au CHU de Montpellier et cofondateur de Canopy Med, qui est une start-up qui développe des DM numériques. On développe notamment un DM qui a un principe de fonctionnement simple et qui est vraiment basé sur de la réutilisation de données. Donc on est au cœur du sujet. L'idée, c'est d'aller chercher des données qui sont existantes dans le dossier patient informatisé, de calculer un score de risque avec un algo qu'on a validé, et en fonction du score de risque, de faire des recommandations de prise en charge. Donc on est vraiment dans le DM numérique à usage hospitalier. Et alors ce que je vais faire aujourd'hui, c'est reprendre en très accéléré les différentes étapes de développement de la solution. Et en fait, je vais poser des questions, puisqu'on n'a jamais fait appel à des données artificielles. Et les questions que je vais poser, vous allez voir, c'est dans quelle mesure on aurait pu aller plus vite à l'époque ou peut-être faire mieux si on avait eu accès à ces outils. Et j'espère que ça créera un peu de discussion. Alors, premier point, et on l'oublie souvent, c'est que la réutilisation des données sert aussi à connaître son marché quand on est dans le secteur de la santé. Là, c'est juste une slide, peu importe les détails, mais qui nous a permis, nous, de connaître en France, hôpital par hôpital, le nombre de patients hospitalisés dans notre marché, le nombre de réhospitalisations, et de calculer, vous voyez, des indicateurs qui sont très simples, mais qui sont indispensables. Donc ma première question, que j'aimerais bien qu'on discute après, c'est est-ce qu'un jour, il y aura une place pour des approches avec des données artificielles dans, finalement, ces analyses qui servent à étudier des marchés? On en discutera, je pense, plus tard. La deuxième étape, c'est la phase de conception
et de validation de la performance de l'IA, c'est-à-dire de l'algo. Là, on a travaillé dans un cadre partenarial avec le CHU de Montpellier sur des vraies données de patients, évidemment, c'était il y a 2 ans, et dans une approche rétrospective. On ne parle pas d'essais cliniques, on parle d'aller chercher de la vraie donnée, de petit à petit tuner notre algo pour qu'il soit le plus performant possible, et ensuite valider sa performance. Nous, en l'occurrence, la question c'était est-ce que l'algo est correctement capable de prédire le risque de réhospitalisation de ces patients, hein, pour simplifier. Je pense, moi, que là, on peut déjà avoir une place pour les approches qui incluent des données administratives, des données synthétiques ou artificielles. Parce que la difficulté, dans ce cas-là, c'est d'aller se plugger sur des vraies données qui sont dans un environnement hospitalier. Et on est un peu obligé aujourd'hui de travailler sur du monocentrique. Donc la question que moi je pose là aux experts dans la salle, c'est dans quelle mesure on pourrait imaginer, avec une approche artificielle, de rajouter un pool de patients pour simuler une approche multicentrique. Je pense que c'est une question qui est, à mon avis, extrêmement précise. C'est-à-dire, est-ce qu'à partir de vraies données dans un centre, dans un hôpital, un CHU, une clinique, on est capable de simuler d'éventuelles différences entre recrutement, par exemple, de patients entre les centres. L'enjeu étant, évidemment, de gagner du temps dans une certaine mesure, mais surtout d'apporter des preuves encore plus robustes et encore plus puissantes de la performance de l'outil. Et puis, dernière question, et ça c'est work in progress, comme on dit, c'est une fois qu'on a déployé le software donc, en environnement réel, c'est l'évaluer à travers un essai clinique. Donc là, on en a beaucoup parlé pendant la table ronde. Et là, pour être tout à fait honnête avec vous, dans notre plan de développement, c'est encore une question qui est ouverte. C'est-à-dire qu'on est un peu à la croisée des chemins. On se dit que si on intègre aujourd'hui, on va dire en 2025, par exemple un bras synthétique ou une augmentation du nombre de patients à travers une approche avec des données artificielles, on prend un risque, ça a été dit hein, quand même, du point de vue du régulateur aujourd'hui, avec en tout cas ce qu'on a nous en visio, et par contre, peut-être qu'on pourrait gagner du temps, voire du financement. Donc, la stratégie qu'on a aujourd'hui écrite, mais qu'on n'a pas encore déroulée, hein, c'est de se dire, on fait un essai classique, on n'a pas d'enjeu, nous, de capacité de recrutement. On est sur des patients qui sont très nombreux, des centres très nombreux. Donc on se dit, on fait un essai classique, et puis après l'essai, on rejoue finalement cet essai pour voir ce qui aurait pu se passer avec un bras contrôle synthétique, parce que c'est la question qui nous intéresse. En faisant ça, finalement, on fait les deux. Donc on ne gagne pas de temps, on ne gagne pas d'argent. Par contre, si ça fonctionne, pour les futurs produits qu'on va développer, qui sont en stock, on sait qu'on pourra aller beaucoup plus vite. Voilà. Donc c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. Finalement, beaucoup d'interrogations aujourd'hui, très honnêtement, hein, pour une start-up comme la nôtre, des perspectives de faire appel à ces données à différents stades de développement de l'innovation. Et moi, je suis très intéressé par les retours de la salle sur les questions que j'ai pu poser. Merci beaucoup. Alors, pour une fois, je ne vous demanderai pas si vous avez des questions, je vous demanderai si vous avez des réponses pour Grégoire. Alors, des réponses en partie, mais elles sont à discuter. Alors, on va les reprendre point par point. Je reviendrai au point numéro 1 tout à l'heure parce qu'il est indispensable et ça fera une question pour toi, Emmanuel, aussi. Le deuxième point, c'est la question de Grégoire de dire, mais finalement, on est une petite boîte, on fait des essais cliniques où on modélise sur un centre et on peut nous accuser de dire, mais oui, mais il y a un effet centre. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on s'affranchit de l'effet centre? Et donc, l'idée, c'est de dire, on va aller piocher des patients dans plein de centres qui ont des méthodes de traitement différentes, donc du coup qui seront plus représentatifs. Mais du coup, quand on est une start-up, ça coûte de l'argent, mais d'ailleurs pas que quand on est dans une start-up, parce que les grosses boîtes, on le voit, quand on prend les dernières publications du SNITEM sur l'EDM, c'est tellement cher qu'il y a des grosses boîtes qui diminuent le nombre d'EDM qu'elles mettent sur le marché parce qu'elles sont incapables de payer. Donc, première réponse, oui, ça va aider. Je ne dis pas que ça va aider à gommer l'effet centre parce qu'on sera bien toujours obligé d'avoir des patients réels sur plusieurs centres, mais au lieu d'aller en recruter 200 par centre, peut-être qu'on n'en recrutera que 20 ou que 30 ou que 40. Donc ça, alors, moi, je pense que c'est un truc qu'on joue à fond. D'ailleurs, on a un peu commencé. Pour répondre à la troisième question, le risque régulateur. Alors, le risque régulateur, aujourd'hui, il est fort, mais il est un peu déminé quand même, parce que je vais donner des exemples concrets.
Corinne Collignon, que j'ai eue hier au téléphone, on la connaît tous les deux, Grégoire, hein, qui gère la validation. Pardon, Corinne Collignon, c'est la personne qui est en charge à la HAS de coordonner la validation des DM. Elle me dit, mais Jean-Louis, amenez-moi un exemple d'étude dans lequel il y aura des données artificielles, et on la regarde tout de suite. Donc, je veux dire, elle n'a pas dit, je vous signe en bas tout de suite. Elle a dit, on la regarde tout de suite. Donc, je pense qu'il y a un risque, mais on est en train de le minimiser grandement. Et ensuite, pour revenir à ta première question, alors là, qui est hyper intéressante, il y avait marqué SNDS, ou alors c'est que j'ai mal lu, mais j'ai des nouvelles lunettes, donc je crois que j'ai pas mal lu. Donc, du coup, SNDS. Alors, moi, la question que je poserai, elle est pour Emmanuel d'abord. Est-ce que toi, dans tes modèles, tu vas recouper avec des données du SNDS pour aller faire un comparatif patient SNDS ou pas? Est-ce que ça t'est arrivé? Parce que je n'ai pas la réponse. Alors, oui et non. Il faut savoir ce qui manque dans le... Oui, on travaille avec des fois le SNDS, mais non, enfin, on ne peut pas travailler complètement juste avec le SNDS parce qu'il manque des données cliniques. Hein, c'est des données démographiques. Et donc, par exemple, on l'utilise pour vérifier que la population reflète bien démographiquement la population que l'on souhaite faire. Par contre, il n'y a pas... On est obligé de faire ce qu'on appelle des proxys ou des surrogates parce qu'en fait, on a un test et on dit s'il y a un test de ça, ça doit vouloir dire ça. Mais on n'a pas d'information, c'est pas un dossier médical et donc on n'a pas d'information là-dessus. Oui, puisque pour ceux qui connaîtraient moins, les données du SNDS, elles sont issues de notre carte vitale, donc par définition, il n'y a pas de variable clinique sur la carte vitale. Ça, c'est vachement intéressant ce que tu dis, Grégoire, parce que du coup, moi, j'ai des discussions avec le SNDS où on est en train de dire aller chercher des données du SNDS, c'est la croix et la bannière. Hein. Aujourd'hui, bon, tout le monde s'engage à ce que ce soit réduit. Le rapport Jérôme Marchand-Harvier, la feuille de route sur les données de santé de la DNS, ça reste encore compliqué. Et l'idée serait de dire, on virtualise le SNDS, en tout cas une partie, pour y avoir accès plus facilement, puisque s'il était virtualisé, on serait affranchi du RGPD. Donc oui, sur la partie marché, il y a des choses qu'on est en train de travailler qui sont très prometteuses. Merci Jean-Louis. Allez, je voulais d'abord savoir s'il y avait une autre question, parce qu'après, ça va être le troisième pitch. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Canopy-Med ou une autre réponse aux questions posées? Oui. Alors, c'est pas tant une réponse, c'est juste une question, suggestion que je me suis posée. Parce que finalement, de créer ces patients virtuels, cette modélisation, ça va faire gagner de l'argent, mine de rien, aux entreprises pharma, aux big pharma, quand même, qui prennent de moins en moins de risques aujourd'hui. Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas envisager qu'elles prennent plus d'investissement par rapport à ça et créer une sorte de fonds de dotation pour justement créer toutes ces preuves et pouvoir après y accéder? Parce que maintenant, tous les risques sont posés sur les biotech. Et à un moment donné, est-ce qu'elles ne peuvent pas... voilà. Elles le feront jamais, je pense. Non, je pense qu'on ne peut pas être réducteur en disant que tous les risques sont sur les biotech. Il n'y a pas que ça. Alors, c'est sûr que l'industrie pharma, il faut leur donner envie de prendre des risques. On sait le coût de développement aujourd'hui d'un médicament. Donc, on a des discussions avec eux. Faire un fonds de dotation pour ça, je pense qu'avec Emmanuel, on sera sous d'autres cieux quand il sera créé, ce fonds de dotation. Peut-être qu'on en sera administrateur, d'ailleurs. Je ne sais pas, mais un peu sénile, sûrement. Non, je pense qu'il faudrait, c'est une très bonne idée, mais ça, c'est un truc auquel je ne crois pas beaucoup. Et donc, moi, juste pour apporter un élément de réponse sur la virtuelle, juste un conseil, moi, je ferai dans l'autre sens. C'est-à-dire, je ne ferai pas l'étude réelle et je la rejouerai, mais je la préjouerai et je réaliserai l'étude. Parce que comme ça, on a les résultats. Donc, parce que sinon, c'est quelque chose qu'on a vécu, nous. Et il y a toujours une suspicion de fraude possible. Alors que là, non. Ben, voyez, si vous aviez cru le truc en une semaine, j'avais le résultat. On a monté une étude clinique qui coûte de l'argent, qui a pris 1 an, etc. Et on a le même résultat, ou pas. Mais voilà, on confirme le résultat. Donc juste, voilà, si vous décidez de faire un plan de développement, je le ferai dans ce sens-là. C'est d'abord la prédiction et la simulation, après la réalisation réelle. Voilà. Bon, on est en train de grignoter sur le temps de pitch d'Olivier. À toi, Olivier, votre design. Bonjour à tous. 2 chiffres. Je voulais vous parler aujourd'hui. Donc en 2023, sur à peu près 1200 essais cliniques dans le monde, il y en a 280 qui ont été arrêtés entre phase 2 et phase 3, justement pour des problématiques qu'on a pu évoquer et qu'on va voir par la suite.
Sur ces phases-là, c'est à peu près déjà en moyenne 350 millions de dollars sur ces 280 essais par essai, bien sûr. Donc entre phase 2 et phase 3, j'imagine qu'on est tous au courant, mais pour bien repréciser, on va passer vraiment d'un petit nombre de patients, centaines à 300 patients, on va passer à des volumétries 500, 5000 patients. Pourquoi il y a ces problématiques justement d'essais qui vont s'arrêter? C'est la difficulté de recrutement des patients. On a parlé tout à l'heure aussi. Les patients qui vont... Là, on va rentrer dans une vraie cour avec ces volumétries-là, donc les patients vont plus ou moins venir par rapport aux essais. On a aussi la qualité de la donnée. On va avoir justement le fait que les patients ne viennent pas avoir des bases qui sont plus ou moins complètes, etc. Et on a aussi le côté qu'on évoquait tout à l'heure, perte de chance. C'est-à-dire que comment je peux être sûr que le patient va avoir le vrai traitement de le vrai bras ou le bras placebo, ou à l'inverse aussi, pourquoi sur des traitements hyper innovants, mon fils serait dans le bras placebo et non pas dans le bras traité. Donc, tout ça pour illustrer le fait que c'est compliqué, et de plus en plus avec des patients multipathologiques aujourd'hui, de faire des études cliniques, d'où le nombre qui a été évoqué tout à l'heure. Alors donc nous, BotDesign, on en a parlé déjà ce matin, mais donc notre particularité, c'est de travailler avec la technologie donc des VAES qu'a développé le professeur Lassonnière sur, en fait, on va partir d'un petit échantillon donné. Et donc c'est ça qui répond véritablement à la problématique des essais cliniques, c'est même si je n'ai pas l'entièreté des patients nécessaires, je peux déjà partir à partir d'un petit nombre d'essais, donc de patients vivants. C'est la force des VAES, c'est à partir d'un petit échantillon, 50, 100 patients, je peux extrapoler. D'où le fait donc on va devoir collecter des données. Donc soit c'est le laboratoire pharmaceutique, c'est l'hôpital qui va nous fournir les premières données des vrais patients qui vont, comme on l'évoquait aussi tout à l'heure, être vérifiés médicalement et mathématiquement que mon set original est bien représentatif. On ne pourra pas augmenter et faire de la bonne chose si le set de départ n'est pas bon. Le professeur Lassonnière, on en a parlé ce matin aussi, mais pour vous représenter qui elle est. Donc, elle a travaillé depuis plusieurs années, donc c'est une mathématicienne de Paris-Cité, et donc elle a développé cette technologie sur les VAES, donc les variables auto-encodeurs, qui ont la particularité, comme je disais, de partir de petits échantillons de données. Donc on va vraiment parler de pathologies rares, peut-être même parfois ultra rares. Il ne faut pas qu'on descende trop bas parce qu'on ne pourra pas inventer n'importe quoi. Mais donc ça répond à la problématique de j'ai besoin de grandes quantités de données, mais pour autant j'ai du mal à recruter mes patients. Elle a prouvé justement que sa technologie fonctionne sur de l'imagerie, donc sur des patients, sur des études cliniques d'Alzheimer. Elle est partie, elle, de 500 clichés, elle a augmenté jusqu'à 5000 clichés, et elle a comparé ça par rapport à une vraie étude australienne qui était réelle. Et elle avait les mêmes résultats. Mais en méthodologie, je suis d'accord avec toi, elle l'a fait après, ce sera encore plus fort de le faire si on le fait avant. Et nous, donc, nous sommes en train de le faire avec le CHU de Toulouse sur des données tabulaires d'anesthésie. On en a parlé tout à l'heure avec le docteur Ferré. Et donc, l'étude va sortir bientôt, donc en fin d'année. Mais on a les mêmes résultats, c'est-à-dire sur les données tabulaires d'anesthésie. Je parle de poids, de taille, de résultats de biologie. On a pu rejouer les essais. Comment ça fonctionne? Donc, je vous disais, on va capter de la donnée. Donc, chez BotDesign, on est créé depuis 2017. On a une première activité qui est de la coordination de soins, donc avec une plateforme ECHO, qui va nous permettre de préparer ou de suivre le patient en pré-pair et post-hospitalisation. Donc, on va pouvoir capter de la donnée, les fameux échantillons parfois, que les clients n'ont pas, qu'on va pouvoir apporter. Ensuite, donc, via Auriga, je rappelle bien, on part de patients réels, et donc on va les augmenter x50, x100 par rapport à ce set original. Qui, bien sûr, cet original qui est validé tout d'abord en entrée, mathématiquement et médicalement, par les médecins. Donc pour finir, vous l'avez compris, donc il faut collecter de la donnée, vérifier qu'elle soit bonne, mais la techno toute seule ne sert à rien. Donc aussi, c'est tout vraiment ce qu'on évoque depuis ce matin, c'est comment rassurer les acteurs autour de nous, que ce soit les industriels, tout d'abord l'industrie pharmaceutique. Je rappelle que la FDA a déjà validé des technologies similaires, donc forcément les labos se disent je vais aller faire mes essais aux États-Unis et non plus en Europe. Donc l'IMEA est aussi quand même intéressé à avancer sur ces questions-là. Mais il y a aussi donc tous ces régulateurs, d'où le fait qu'on travaille énormément sur comment rassurer sur ces technologies-là pour bien les utiliser. Merci à vous et disponible pour vos questions. Merci Olivier. Alors des questions pour Olivier. Non, il a été limpide. Bien. Est-ce que, messieurs, un de vous trois, parce que il y a un mini débat, et ben voilà.
Je vais poser une question à Olivier, très simple. Est-ce qu'on a déjà une petite idée du nombre de patients réels qu'il faut? Est-ce que ça dépend de la complexité des données nécessaires? Enfin voilà, comment on peut calibrer? Ouais. Minimal, ouais. Nous, on va en deçà de 50 patients réels, c'est bien compliqué. On ne pourra pas assurer de la qualité de ce qu'on va sortir. Donc, à peu près 50 patients avec une trentaine de variables. Ça, c'est le minimum. Descendre plus bas, c'est quand même compliqué d'être sûr de donner des bons résultats. Mais ce qui sert énormément, comme j'évoquais tout à l'heure, parce que déjà, pour avoir 50 patients, parfois, il faut partir de 100 ou de 200 patients réels pour avoir les 50 patients qui vont bien dans le cadre de votre étude clinique. Pas d'autres questions? Pas d'autres questions? Pas d'autres compléments d'information? Eh bien, je propose que nous terminions cette session de pitch. Merci de votre attention. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Alors, ne partez pas tout de suite, puisque j'invite sur scène Adja, éminente membre de la commission e-santé, qui va animer cette prochaine session pitch. On va enchaîner directement. Adja, je te donne la parole. Bonjour à tous. Donc, on va enchaîner sur les pitchs et je vais accueillir... Cordialement, exactement. On va accueillir Marc Lenoble de Synologie qui va tout simplement nous raconter cette aventure, à quoi ça sert, pour qui, comment, quelle est la cible. Je pose les questions maintenant. C'est ça, Bonjour Adja. Ben, écoutez, enchanté, ravi. Donc, je suis Marc Lenoble, commercial chez Synologie pour le secteur public et de la santé au niveau national. Donc, Synologie, nous sommes le leader mondial du stockage de données sur serveur NAS. Et à ce titre, nous proposons une large gamme de produits et de solutions pour accompagner les établissements de santé dans leurs problématiques de stockage, de sauvegarde et de restauration de la donnée médicale. Pour l'imagerie médicale, par exemple, on propose aussi des systèmes de SAN haute performance avec une architecture double contrôleur, des connexions ASQSI ou Fiber Channel pour les environnements les plus exigeants, et cela afin de garantir une disponibilité 24 heures sur 24 de ces données d'imagerie. Alors, ce qui fait la force de Synologie, c'est véritablement notre écosystème. On dispose d'un système d'exploitation unique qui s'appelle DSM, basé sur Linux, qui est extrêmement intuitif, ergonomique et évolutif, mais également tout le panel d'applications et de solutions logicielles intégrées et majoritairement sans aucun frais de licence. Pour rester dans l'imagerie médicale, une application PACS intégrée va transformer votre NAS Synologie en véritable serveur d'imagerie unifié et centralisé. Donc vous allez pouvoir stocker, archiver et partager toutes ces images format DICOM. Il y a une autre solution qui est extrêmement plébiscitée par les établissements de santé, c'est notre solution de sauvegarde intégrée professionnelle, la suite Active Backup. Pourquoi ? Parce que les établissements de santé sont visés, sont ciblés quotidiennement par toutes les cyberattaques. Et donc, il convient de mettre en place une stratégie de sauvegarde des données médicales performante et hautement sécurisée. Donc ça, on va vous le rendre possible avec cette suite de sauvegarde intégrée, sans frais de licence. Donc on va sauvegarder toutes vos machines PC, vos Mac, vos serveurs Linux, Windows, mais également vos machines virtuelles de type Hyper-V ou VMware, et avec la capacité de faire une restauration instantanée dans l'hyperviseur Synology Virtual Machine Manager. Donc ça, c'est intéressant dans le cadre d'un PRA où on souhaiterait redémarrer des services essentiels en quelques secondes ou quelques minutes en fonction de la performance du NAS. Donc les données sont localement chez vous, dans votre NAS. Et donc je vous disais que c'était une suite. Effectivement, on a aussi une partie qui concerne la sauvegarde des comptes SaaS. Donc on va sauvegarder le contenu de tous vos comptes Microsoft 365 et Google Workspace. Donc voilà, pour des raisons légales, ou soit vous avez besoin d'archiver pendant des très longues périodes, mais également si vous craignez une augmentation des tarifs, vous êtes sûr que vous aurez tout ce contenu localement à votre disposition et en capacité de le restaurer. Donc je parlais de stratégie de sauvegarde. On va vous fournir les outils et les applications
pour pouvoir externaliser et répliquer cette sauvegarde vers plusieurs destinations, notamment vers un NAS distant si besoin, vers des plateformes de cloud compatibles S3 ou vers des disques externes par exemple. Donc on aura véritablement une stratégie de sauvegarde de type 3-2-1 et avec tout ça au moindre coût, avec vraiment beaucoup de rentabilité. Comme on parle de données qui sont quand même vraiment sensibles et confidentielles, on va rajouter des technologies qui vont vous permettre de rendre cette donnée inaltérable avec le WORM, Write Once, Read Many. Donc vous êtes sûr que les fichiers, les dossiers n'ont pas été trafiqués. Et dans une deuxième phase, on va aussi vous permettre d'apporter une couche supplémentaire de protection pour tout ce qui est attaque de type ransomware avec les instantanés immuables. Donc ça veut dire que vous allez être certain que vous allez restaurer une sauvegarde de données qui sera fiable et non corrompue. Et donc, je le reprécise, mais bien évidemment, on propose des mécanismes de chiffrement de bout en bout, à la demande, et avec de la vérification d'intégrité. Donc voilà, on a vraiment une belle expertise. On a déjà plusieurs références clients, dont le GHT Loiret, qui nous a fait confiance pour la sauvegarde de ses comptes Microsoft 365. On accompagne également les professionnels de santé sur la partie productivité. On fournit une suite bureautique intégrée qui s'appelle Synology Office, donc pour pouvoir créer, collaborer en équipe et partager extrêmement simplement tout type de documents, traitement de texte, tableur et présentation. Pour compléter cela, on a une messagerie instantanée qui est également chiffrée donc pour la confidentialité, qui s'appelle Synology Chat, qui est disponible. On avait également collaboré il y a quelques années avec une association de médecins en Suisse où ils avaient pu déployer carrément un serveur de messages mail sécurisé. Enfin, une dernière partie de notre activité est consacrée à la vidéoprotection. On a 10 ans d'expérience sur ce sujet avec notre plateforme logicielle Synology Surveillance Station. Donc c'est une plateforme professionnelle ouverte. On est compatible avec tous les fabricants de caméras IP et de périphériques de sûreté. On a aussi des caméras Synology depuis peu. Et donc, on va pouvoir gérer jusqu'à plusieurs centaines de caméras depuis un seul NAS, ou bien avoir une gestion multisite, où on va pouvoir récupérer le flux de toutes nos caméras, et même tous les enregistrements depuis un point centralisé. Donc, voilà, on est véritablement aussi heureux d'avoir de plus en plus de sollicitations des établissements de santé sur la vidéoprotection pour surveiller, superviser et protéger leurs établissements. J'ai fini ma présentation des applications possibles de Synology pour la santé. J'espère que vous avez une vision un petit peu plus concrète de ce qu'on fait et je reste ouvert à vos questions. Vous avez des questions pour Marc ? Est-ce que vous avez des questions pour Marc ? Oui. Oui, bonjour. J'avais une question par rapport au type de fichiers qui sont stockés dans un NAS. On est d'accord qu'on parle vraiment de tout ce qui est fichiers, imagerie, vidéo, mais on ne va pas parler forcément de bases de données à l'état pur. Alors on peut stocker, sauvegarder des bases de données également avec les NAS Synology. Oui, il n'y a pas vraiment de limite en fait. D'accord. Okay. Ça va être une limite de volumétrie, hein, tout dépend. Enfin, aujourd'hui, on a des possibilités de stocker jusqu'à plusieurs pétaoctets sur un seul NAS. Donc, on est pour parler justement avec des sociétés qui travaillent sur des bases de données pour la recherche dans la santé, effectivement. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Aujourd'hui, on est vraiment très généraliste. On travaille vraiment avec tout type de clients, des clients de toute taille. Donc, effectivement, on sent qu'il y a un vrai besoin en termes d'adresser les établissements de santé. Je vous disais surtout sur la partie protection, sauvegarde et restauration de la donnée. Donc, c'est vraiment un vertical qui est important et qui est en croissance. Et vos données, elles sont hébergées où ? Alors, voilà, j'ai peut-être pas été assez précis.
Nous, on vend des NAS, donc c'est du matériel qui est vraiment en local chez le client. Donc il y a une vraie souveraineté des données. Donc le client peut décider de conserver sa donnée sur son site. Et après, s'il le souhaite, il peut l'externaliser vers des hébergeurs de type HDS. On a aussi notre propre service, mais qui n'est pas HDS, mais on travaille avec beaucoup d'hébergeurs HDS qui déploient nos solutions. Vous avez d'autres questions pour Marc ? Juste une question. À vos débuts, quand vous avez commencé votre société, comment vous avez démarché vos premiers clients dans le domaine de la santé ? Est-ce que c'était... comment vous êtes pris ? Sur quelle plateforme, quel canal de communication ? C'était quoi votre méthodologie ? Merci de la question. Ouais, c'est effectivement, on est une société qui vient plutôt du monde du B2C. Et on a eu énormément de succès auprès de particuliers. Voilà, au niveau mondial, on était vraiment les précurseurs de la technologie NAS. Et en fait, on s'est rendu compte que beaucoup de DSI dans les hôpitaux étaient aussi utilisateurs personnels de NAS Synology. Et donc, comme ils étaient convaincus de la fiabilité, de la sécurité de nos solutions, c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé en fait, à développer nos ventes et notre présence dans les grands établissements. Après, nous, chez Synology, voilà, c'est depuis 2017 qu'on a vraiment travaillé à fournir des technologies dédiées à l'entreprise. Voilà, on a vraiment mis l'accent sur des technologies professionnelles, sur nos solutions. Et on a renforcé nos forces de vente depuis quelques années. Donc, à titre personnel, ça fait que 2 ans que je suis chez Synology. Et auparavant, c'est vrai qu'il n'y avait pas de personnes dédiées sur la santé. Merci, Marc. Mais avec plaisir. Pour ce partage. Et on va accueillir la deuxième société, SCC, avec Thomas Leportier. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Donc, bonjour à tous, merci d'être ici. Je vais vous parler de SCC, de l'hôpital de demain et des projets innovants qu'on porte avec SCC. Donc, pour me présenter, Thomas Leportier, je suis IoT Sales Spécialiste chez SCC au sein de la BU Usage et Data. Donc SCC, vous connaissez peut-être, on est un gros distributeur de solutions informatiques, ça va de l'infra au soft, au PC, peut-être chez vous. On est un des plus gros acteurs sur les marchés publics en France à l'heure actuelle, avec des marchés à l'UGAP, à la CAIH. Au sein de la BU Usage et Data, il y a 2 marchés qu'on va adresser particulièrement. C'est la CAIH IoT, donc la centrale d'achat informatique hospitalière, qui est une branche de UniAchat, grosse centrale dans le monde hospitalier. Donc on arrive à adresser l'ensemble des acteurs publics dans le monde de la santé. Et on vient aussi récemment de reporter un contrat qui s'appelle l'UGAP Territoire de demain, qui va nous permettre d'adresser l'ensemble des collectivités territoriales publiques en France sur les 6 prochaines années. Donc le contrat est en cours de lancement. Qu'est-ce que c'est Usage et Data ? Donc, comme je disais, par rapport au reste de SCC qui est distributeur, nous, on est un intégrateur au sein de SCC. On est composé de 4 branches. Donc, on a les sales spécialistes dont je fais partie sur l'IA et l'IoT. Donc, moi, ma partie, c'est l'IoT. On a un de mes collègues, Thibaut, qui était là hier, qui a speeché avec Lenovo hier midi, si vous avez la chance d'être là, sur la partie IA. Quand on dit IA, ce n'est pas l'IA générative ChatGPT au Copilot qui fait des images rigolotes. C'est l'IA appliquée au métier. Notre line of business Usage et Data est appliquée au métier. Donc, on va prendre l'exemple de la santé. On va aller parler aux responsables de blanchisserie. On va aller parler aux responsables de services. On va aller parler aux responsables de l'immobilier afin de créer des solutions qui seront utilisées au quotidien par les personnes qui les auront créées avec nous. On parle au DSI, on essaie d'éviter le shadow IT, le responsable de la blanchisserie qui a déployé son propre système alors que la DSI n'était même pas au courant, qui déploie le même en ce moment.
Ça arrive beaucoup trop dans les entreprises depuis que l'IoT a été déployé. Notre but, c'est d'éviter ça. Donc, en tant que sales spécialiste, on va accompagner les account managers de chez SCC. Si vous êtes un établissement public, vous êtes forcément suivi par un account manager SCC. Il a un catalogue de solutions qui est tellement énorme à vendre qu'il ne peut pas être expert partout. Notre rôle, à nous, c'est dès qu'il y a un mot qui arrive sur la table, IoT, Smart Building, on vient en support pour l'aider sur ces sujets et faire une découverte de besoins chez le client. Derrière, au sein de notre équipe, on a des consultants avant-vente. Donc, on va arriver chez vous, faire un état des lieux de ce qui existe déjà chez vous. Si vous avez déjà déployé des caméras de surveillance, par exemple, on va faire en sorte de les réutiliser, de les intégrer dans un système qui est plus large. On a des chefs de projet techniques qui vont déployer les systèmes qu'on a définis avec les avant-ventes. Et derrière, on a monté une Digital Factory. Donc, ils commencent à intervenir sur les sujets d'IA, aide à la concession de modèles IA. On a des data analysts, des data engineers. Avec l'IoT, on commence à générer énormément de data et on utilise 1% de cette data derrière. On a tellement de choses à faire, tellement d'optimisation à aller chercher, qu'on a besoin de gens derrière qui savent utiliser cette data pour éviter de les laisser dans le big data. La data en elle-même n'a pas de valeur, c'est l'information qu'on lui donne derrière qui nous permet de générer de la valeur pour les métiers. Donc les missions qu'on traite, c'est l'agrégation de solutions métiers. En passant par SCC, vous assurez aussi votre veille concurrentielle, votre veille technologique, le benchmark. Si vous avez deux solutions qui vous plaisent, que vous souhaiteriez intégrer au même moment, mais que les deux entreprises n'ont pas de relation entre elles, vous allez les retrouver avec deux plateformes. Donc une personne sur son ordinateur qui a deux plateformes, une plateforme pour tracer des véhicules par exemple, et une plateforme pour tracer des colis, ce n'est pas productif. On peut mettre en place des surcouches qu'on appelle des hyperviseurs, on en a parlé assez souvent lors de cette journée. On a des partenaires avec des hyperviseurs assez complets qui permettent d'intégrer de la donnée d'à peu près partout pour vous faire un seul logiciel métier qui recoupera l'ensemble des informations dont vous avez besoin. Donc derrière, on a les consultants en vente, conseil et dimensionnement terrain. On ne va pas chercher à vendre de la tech pour vendre de la tech, on va vendre de la tech utile. Il n'y a rien de pire dans une entreprise, dans un centre hospitalier maintenant, que des métiers qui disent on nous a déployé ça, ces gadgets, on ne s'en sert pas. Soit parce que ça a été développé et déployé de façon incomplète. Donc la réputation du système est mauvaise avant même qu'il ait pu être testé et mis en prod. Et derrière, on a l'intégration complète de la solution pour être sûr que chaque personne concernée par le système va pouvoir l'utiliser et utiliser le système à sa juste valeur. Et ensuite, derrière, des solutions de MCO. Une fois que le système a été déployé chez vous, on ne vous lâche pas. On continue à apprendre de vos usages, à adapter le système à vos usages et à le maintenir en conditions opérationnelles surtout. Donc jusque-là, c'était un peu abstrait. De quoi on parle exactement en cas d'usage chez nous ? Donc de la sécurité en milieu urbain, de la sécurité autour des centres hospitaliers notamment. Avec les caméras de surveillance qu'on a déjà déployées chez vous, on peut faire ce qu'on appelle la computer vision, c'est-à-dire on va récupérer le flux vidéo et on va appliquer une IA sur ce flux vidéo. Donc on va pouvoir détecter une intrusion après 23 heures. Par exemple, si on voit une personne passer sur la caméra, on va vous envoyer une alerte. Si on a du maraudage autour de véhicules, deux personnes qui tournent autour d'un véhicule pendant 10 minutes, on va recevoir une alerte. Ça peut être du dépôt sauvage, ce genre de cas. On a les risques naturels. Donc je parlais de la CAIH IoT tout à l'heure, centrale d'achat informatique hospitalière, mais qui ne concerne pas que les hôpitaux. On a également tout ce qui tourne autour de la santé, donc les centres médico-sociaux. On a les universités. À partir du moment où vous avez une faculté de médecine sur un campus universitaire, vous êtes éligible à la CAIH IoT. Et on a les S10, donc les pompiers, qui sont éligibles à cette centrale d'achat. Et on a déployé, si vous suivez SCC sur LinkedIn, vous avez dû voir ça cette semaine, une vidéo un peu en mode supercopter. On a inauguré le nouveau centre des pompiers du Finistère dans le 29. On a déployé des caméras sur des points hauts, dans les massifs forestiers, donc sur les châteaux d'eau, sur les antennes TDF, des caméras ultra haute définition qui rendent leur flux sur un serveur avec une IA qui va analyser les départs de feu. Donc, dès que la caméra voit un panache de fumée, elle va le repérer, elle va pouvoir qualifier cette fumée, dire si c'est un véhicule qui pollue, si c'est un départ de feu, quel type de départ de feu, envoyer une notification aux pompiers. Les pompiers vont avoir accès à une caméra de levée de doute, apporter leur expertise, qualifier la nature et le système va géolocaliser ce départ de feu. Donc, les pompiers vont pouvoir intervenir directement au bon endroit. Donc, ce qui est intéressant dans le Finistère, c'est qu'ils ont en même temps investi sur un hélicoptère bombardier d'eau. Donc, ils peuvent aller intervenir directement en quelques minutes sur le massif forestier, éteindre l'incendie avant même qu'il se propage.
Donc on a déployé ça dans le Finistère, on a déployé ça en Gironde, et là dans les prochains mois, on va encore déployer plusieurs ES10 qui ont été remportés. Donc les risques naturels, on a aussi les inondations, la pollution maritime qu'on peut adresser avec ce type de solution. Derrière, pour rentrer dans les bâtiments, on parle énormément de smart building à l'heure actuelle. C'est quoi le smart building? C'est pas uniquement le capteur de température qu'on va mettre dans les salles. On va pouvoir intégrer ça dans un système beaucoup plus large. Donc, je parlais d'hyperviseur tout à l'heure. Avec la démocratisation du flex office, maintenant, les espaces sont de moins en moins utilisés et utilisés de façon qui n'est pas logique. Un vendredi, on n'a qu'un quart des personnes qui viennent au bureau. On a 2 open space, les personnes vont se mettre un peu partout dans l'open space. Sauf qu'un open space qui est chauffé, ventilé et allumé pour 2 personnes, ce n'est pas du tout productif. Donc on va pouvoir regrouper les personnes dans un même open space pour faire des économies d'énergie. Donc ça, c'est un modèle qui va apprendre les habitudes des personnes pour pouvoir analyser où elles se mettent dans les bâtiments et faire de l'optimisation énergétique, donc du chauffage intelligent. Vous avez peut-être entendu parler de GTB, GTC, donc gestion technique du bâtiment. On a développé avec des partenaires des modèles d'IA qui peuvent analyser comment se comporte un bâtiment. Donc ici, par exemple, le bâtiment va chauffer durant la journée et restituer sa chaleur le soir. Du coup, on va pouvoir mettre le chauffage un peu plus tard le soir pour profiter de la chaleur emmagasinée dans les murs. Et le dernier point que je voulais aborder, c'était la traçabilité. Dans les hôpitaux, aujourd'hui, on passe notre temps à perdre des choses. On perd des fauteuils roulants, on perd des brancards, on perd des pousse-seringues, on perd des gens. On peut déployer des systèmes de traçabilité. Ici, si vous levez les yeux dans le bâtiment, juste à la sortie 1, c'est des bornes Wi-Fi HPE Aruba. C'est des bornes Wi-Fi qui commencent à être démocratisées. Maintenant, si vous changez votre système réseau, vous avez de grandes chances de tomber sur du Aruba ou du Cisco Meraki. Il faut savoir que ces bornes Wi-Fi embarquent du BLE, du Bluetooth Low Energy, qui nous servent de gateway pour faire de la traçabilité. C'est-à-dire que dans la plupart des bâtiments qui ont changé récemment leur infrastructure, on peut faire de la traçabilité sans déployer de gateway. C'est ça qui va coûter cher, la gateway. Un tag BLE, c'est 5 €. Avec un tag BLE à 5 €, vous pouvez faire de la traçabilité dans votre bâtiment. Vous n'avez même pas à déployer de système, il est déjà existant. Donc c'est ce genre d'analyse qu'on arrive à faire sur place pour vous déployer des systèmes cohérents avec votre utilisation et cohérents avec l'existant. Donc pour finir avec quelques références, donc vous voyez, on a déployé aussi bien des universités que des villes, des CHU, beaucoup de CHU, et la liste des S10 commence à être assez importante, on commence à être reconnus sur ce marché-là. Donc n'hésitez pas, venez nous parler, on a un stand en bas SCC, on adore faire des découvertes de besoins, on adore discuter avec les métiers, c'est de là qu'on apprend. Nous, notre valeur, c'est les partenaires avec lesquels on travaille. On a un écosystème de partenaires assez large et on les accompagne, on les intègre chez vous. Et en passant par SCC, vous êtes sûr que la start-up de 10 personnes qui a une idée super innovante, vous avez peur d'investir parce que vous dites je ne vais pas investir dans un système à 200 000 € si la start-up l'année prochaine elle est par terre. En passant par SCC, vous avez la garantie financière et la garantie technique que le système va marcher et vous allez pouvoir investir de façon pérenne sur ce type de projet. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Si ça vous vient plus tard, je suis en bas, il n'y a pas de souci. Merci. Merci. Alors, je vais accueillir Émilie Épard pour la société Vibes 432. Il y avait pas mal de slides encore. Super. Donc, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Émilie, je suis aide-soignante et responsable commerciale chez Vibes 432. Le but, c'est de vous présenter Vibes 432 et vous dire un petit peu en quoi cette entreprise a un enjeu dans la santé. Pour ça, on reprend juste la base. C'est qu'est-ce que la santé selon l'OMS? Il faut revenir un petit peu aux fondations. C'est un état de complet bien-être physique, mental, social, qui ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Et donc la santé, c'est un état vraiment de bien-être, mais dans sa globalité. Ça, on l'oublie un petit peu. Dans la médecine de nos jours, on voit beaucoup symptômes, maladies, traitements. Bon, c'est hyper réducteur, c'est volontaire, mais on oublie un petit peu tout ça.
Et là, le but, en fait, avec Vibes, c'est d'avoir une approche beaucoup plus holistique, c'est d'avoir une plateforme de service qui va mettre à disposition des centaines de spécialistes dans tout domaine. Donc, ça va de la santé, ça va au sport, nutrition, bien-être, thérapie holistique, on va trouver pas mal de choses. C'est simple, rapide et efficace à utiliser. C'est des vidéos, des podcasts, des capsules pratiques, c'est de la formation. Mais ce qui est surtout hyper important, on entend beaucoup parler de patients, de données patients, on oublie aussi un petit peu les piliers fondamentaux qui sont les soignants, parce qu'il faut savoir qu'un modèle de santé ne tient pas si on n'a pas des équipes sur le terrain. Les équipes, il faut les préserver, elles sont en souffrance, elles ont des besoins. Et le but, c'est de pouvoir répondre à tout ça, c'est d'amener des solutions vraiment sur le terrain, mais aussi dans la vie perso. Parce qu'en fait, voilà, le but, c'est vraiment d'améliorer la performance des équipes, d'augmenter les connaissances dans tout domaine pour développer les compétences. Moi, je vois dans mon quotidien de soignante, ça me permet d'avoir l'accès à beaucoup de choses dans ma poche. Quand je fais des nuits en EHPAD, au lieu de filer un Seresta à un résident qui ne dort pas, j'ai la possibilité de faire un peu de sophrologie avec, de la relaxation. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont hyper simples d'utilisation et qui changent vraiment le sens de notre métier. Donc l'utilisation, elle est hyper simple. Il y a un chat, ce qui fait que vous pouvez échanger avec chaque spécialiste. Tous ceux qui sont référencés, vous pouvez discuter avec eux, interagir avec eux. Il y a une IA, parce que comme je disais, il y a une centaine de spécialistes. Donc c'est vite fait comme Netflix, on peut scroller et puis s'y perdre. Je peux poser une question, j'ai une difficulté, je sais pas, de sommeil, j'ai des troubles, j'ai mal aux épaules, enfin voilà, pas mal de choses. L'IA va vous orienter directement vers le spécialiste et vers les capsules vidéo à voir. On a une commande vocale qui arrive, parce que dans le soin, c'est bien, mais si j'ai mes gants, que je suis en pleine toilette, que je suis en train de faire un pansement ou autre et que j'ai besoin de l'utiliser, ça va fonctionner un petit peu comme un OK Google et on aura le même accès. C'est ergonomique, c'est inclusif pour tout public, parce qu'on fait les soignants, mais on fait aussi tout ce qui est patient, usager, résident, et dans le respect forcément de l'hygiène par la commande vocale. Donc c'est prévu pour toutes les équipes, parce que quand je parle de soignants, pour moi, c'est toute personne qui intervient dans un institut ou dans un centre hospitalier et dans le prendre soin, que ce soit de l'agent de maintenance, la technique, l'administratif ou les soignants purs, les médecins, tout le monde intervient dans la prise en soin. C'est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, au travail et chez soi, parce qu'il y a une vraie importance à trouver l'équilibre entre vie pro et vie perso. Ça, c'est vraiment un enjeu très important. L'amélioration des QVCT, je crois qu'on en parle à tout va, mais là, c'est comment la rendre concrète. Donc, c'est vraiment un plus pour la famille et il y a un accès pour les usagers via un QR code. In fine, moi, c'est que pour les patients, moi qui fais pas mal de chiro-ortho, il y a un QR code, je peux scanner, j'ai accès à un chirurgien orthopédique qui va aussi donner des petits conseils, à un kiné, je me suis opéré de la hanche, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire pour éviter la luxation. Enfin voilà, il y a pas mal de contenu qui se développe aussi dans ce côté-là pour tout ce qui est de prévention, sensibilisation et suivi. Donc, en fait, moi, j'aime bien la comparer à une trousse de secours. C'est-à-dire qu'à la maison, on a tous une trousse de premier secours. On se blesse, on a de quoi répondre à un besoin immédiat. Et cette plateforme, c'est exactement la même chose. On a de quoi répondre à un besoin immédiat. On a des solutions dans sa poche. On a des spécialistes et des professionnels, des experts dans tout domaine. Et on y a accès facilement. Donc, la bibliothèque, elle est infinie. Elle évolue tout le temps parce que tous les mois, on référence de nouvelles personnes en fonction des besoins et des demandes qu'on a. Donc c'est vraiment quelque chose de très utile. C'est un outil managérial hyper important aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on gère un établissement, faut bien manager ses équipes. Et donc le fait de l'inscrire dans l'emploi du temps, c'est en faire un vrai outil managérial, c'est puissant, c'est efficace et c'est durable. Mais surtout, pour en revenir à tout ce qu'on vient au système de santé, c'est que pour moi, le fondement de la santé, c'est de commencer par prendre soin de soi. Si on ne prend pas soin de soi, par cause à effet, on ne prendra pas soin des autres comme il faut. La prise en soin sera moins qualitative. Et donc voilà, l'approche, elle est vraiment personnalisable, c'est-à-dire que chaque structure, là on commence avec le CHU de Toulouse, détermine son contenu. Donc vous choisissez les spécialistes que vous voulez voir apparaître, c'est-à-dire qu'en fonction de votre établissement, vous dites nous on veut telle et telle spécialité, on veut la santé, on veut le bien-être, on veut le sport. Il y a 2 axes différents, un usager, un pour les salariés. Donc ça vous permet vraiment de jongler et de mettre ce que vous voulez pour chacun des publics. Mais vous pouvez aussi faire le contenu interne, c'est-à-dire qu'en interne de votre structure, si vous voulez faire votre propre contenu sur mesure de formation, de prévention, de sensibilisation, et là, vous pouvez aussi complètement le faire. Nous, on l'héberge, on le sous-titre et on met tout à disposition. Donc, c'est vraiment vous qui décidez comment utiliser nos services. Tout est fait sur mesure, à la carte. Et c'est vraiment dans ce sens-là, en tout cas, qu'on travaille. Et comme je vous disais, la prise en soin et l'amélioration de la santé commencent d'abord par votre propre bien-être. Et voilà, vous prêchez une convaincue, je l'utilise sur le terrain. Et voilà, pour les structures avec lesquelles on commence à travailler, l'approche, elle est vraiment très, très appréciée parce qu'on oublie beaucoup trop la santé des soignants. Et c'est quand même un enjeu hyper important dans la société actuelle. Et j'ai fait hyper court. Mais je sais que les gens vont avoir faim. Et je me dis, les gens vont aller manger aussi. Est-ce que vous avez des questions ?
Moi, je voulais savoir comment vous motivez les professionnels à créer du contenu. À créer du contenu. Ouais. En fait, les gens sont dans la même vision que nous, c'est-à-dire de vouloir partager, transmettre et faire évoluer les choses et améliorer. Et pour certains professionnels, c'est aussi l'occasion de se faire connaître, d'avoir de la visibilité auprès des structures. Donc, sur la création de contenu, c'est plus des fois motiver les équipes à aller dessus. Parce que les soignants, on est hyper mauvais. On sait prendre soin des autres, mais reprendre soin de soi, on est hyper mauvais. Mais ça vient petit à petit. Et c'est là où l'outil managérial vient en cause et que les managers doivent aussi impliquer ça dans leur quotidien. Merci. Vous avez d'autres questions? Non? Merci. On va clôturer la session et merci en tout cas pour votre présence.